Dans la session précédente, nous avons parlé avec Samantha des mécanismes d'adaptation afin de gérer l'impact émotionnel du cancer colorectal sur les patients. Le cancer colorectal touche tout le monde et parmi le public, nous avons également des aidants naturels et des membres des familles. Cette session s'adresse à vous. Elle s'intitule L'impact émotionnel du cancer colorectal sur les aidants naturels et les membres des familles. Tout d'abord, nous écouterons Carly Berlin, qui a une maîtrise en travail social de l'université McGill. Elle travaille au centre de bien-être L'Espoir, c'est la vie en tant que gestionnaire de programme. Il s'agit d'une ONBL basée à Montréal et affiliée à l'hôpital général juif. Suite à sa présentation, nous aurons une discussion avec deux proches aidants, Enza Rico et Matthew Ross. À la fin de la session, vous aurez la possibilité de leur poser des questions. Pas besoin d'attendre la fin de la discussion. Ajoutez vos questions en haut à droite de cet écran et nous y répondrons pendant la séance de questions. Carly, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dominique. Merci à Cancer Colorectal Canada de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Carly Berlin, on m'a déjà brièvement présenté, je suis travailleuse sociale de profession et je gère actuellement différents programmes à l'Espoir c'est la vie et je fournis également du soutien psychosocial à des survivants du cancer et aux membres de leur famille. Donc, je suis certaine que vous connaissez déjà un petit peu ces chiffres des différentes présentations. D'après la Société canadienne du cancer, 12% de l'ensemble des nouveaux cas du cancer au Canada sont certainement des cas de cancer colorectal en 2020. C'est le troisième cancer le plus diagnostiqué au Canada. Les taux de survie nette sont assez élevés à 5 ans, 65% pour les hommes comme pour les femmes. Mais avec ces taux de survie nette et l'augmentation du dépistage, on voit que les taux généraux globaux diminuent, mais chez les personnes plus jeunes, les hommes et les femmes plus jeunes, on voit que le cancer colorectal augmente. On parle des personnes âgées de 20 à 49 ans. Et cela signifie que ces personnes n'ont peut-être pas forcément, du fait de leur jeune âge, un réseau de soutien aussi développé. Ils doivent peut-être mettre certains projets en pause, trouver un partenaire, des projets professionnels, des projets de formation, le désir d'enfant, le désir de fonder une famille. Et cela peut aussi prolonger l'effet à long terme du cancer. Et ça, il faut le prendre en compte lorsque l'on parle du cancer colorectal au Canada. Donc, parlons un petit peu de ce qu'on entend par survivant du cancer. À l'espoir, c'est la vie, nous utilisons la définition de la National Coalition for Cancer Survivorship. Donc, une personne peut être considérée comme survivante du cancer à partir du moment du diagnostic pour le reste de sa vie. Donc, il s'agit de vivre avec le cancer et au-delà du cancer. Les membres de la famille et les aidants des patients sont des co-survivants pour nous parce qu'ils sont sur ce cheminement parallèle à celui du patient qui est atteint de cancer. Et parfois, ces cheminements convergent à certains moments, à des moments vraiment pivots peut-être dans la trajectoire du cancer et on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Donc, il s'agit surtout de parler des aidants et de l'expérience parallèle de ces aidants. Les co-survivants ont leur propre réalité et en aidant les aidants, on peut aussi aider la personne à qui on pose un tel diagnostic. Ce schéma vient du National Cancer Institute et on voit de quelle façon les personnes sont impactées par le diagnostic du cancer. Donc, on voit quelle est la menace pour la santé du cancer. Il y a certains antécédents qui peuvent amplifier l'impact de cette menace pour la santé. Donc l'âge, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, donc cette expérience unique en son genre pour les personnes plus jeunes. Il y a aussi l'état de santé avant le diagnostic et aussi la situation en matière d'emploi. Et cela vaut également pour les aidants. Quelle était leur situation avant de devoir prendre soin de la personne dont elles prennent soin? Donc, quand on évalue l'impact du cancer sur les aidants, il faut voir
Par exemple, quelles sont les tâches quotidiennes qui seront impactées, quelle est l'information que ces personnes ont à leur disposition, qu'est-ce qui sera impacté sur le plan concret tel que le transport et de quelle façon les prises de décision seront faites. Et il y a cette dernière case ici qui est vraiment importante, celle des ressources. Quelles sont les ressources qui sont disponibles pour les aidants et pour les patients? Par exemple, le soutien dont ces personnes peuvent bénéficier, quelle sera l'équipe qui va les soigner, l'équipe qui va les suivre, quelles seront les interventions et est-ce qu'il y a des consultations en soins palliatifs? Si elles ont lieu, de quelle façon elles se dérouleront et si les aidants seront inclus ou pas. Alors, j'aimerais également vous rappeler, pour démystifier un peu les choses, soins palliatifs ne signifie pas uniquement fin de vie. C'est aussi la gestion de la douleur. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit parce que la gestion de la douleur peut vraiment faire une différence considérable pour le patient et aussi pour la personne qui prend soin du patient. Donc, de quelle façon l'aidant va pouvoir surmonter cette expérience particulière? L'aidant a-t-il ou elle les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins liés au diagnostic? Est-ce que les ressources sont suffisantes ou pas? Est-ce qu'on manque de ressources, par exemple? Est-ce que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire face aux besoins liés au diagnostic? Donc, aussi, de quelle façon ces personnes vont pouvoir surmonter ces défis? Est-ce que ce sera davantage lié aux émotions? De quelle façon le fait d'avoir des connaissances va également avoir un impact sur l'aidant et la famille? Et il y a aussi la question de la signification. Qu'est-ce que cela signifie pour la personne qui a le cancer et pour l'aidant? Et cela nous amène à des conséquences psychologiques négatives ou positives. Et souvent, cela va dépendre des stratégies mises en place par la personne concernée et par les ressources mises à sa disposition tout au long de ce parcours. Les aidants ont une expérience unique quand il s'agit du cancer. Et on ne parle pas uniquement de l'impact du cancer colorectal. On demande aux aidants de quelle façon ils envisagent les ressources disponibles. Donc ce diagramme vient d'une étude qui a été réalisée en Australie qui a demandé aux aidants de quelle façon ils voyaient le soutien social dans le cadre du traitement. Et voici les 3 principaux thèmes qui ont été mentionnés, identifiés par les aidants. Donc ça vient de cette étude, mais je dois vous dire que dans la pratique, cela reflète véritablement, je crois, ce qui compte pour les aidants que moi aussi j'ai pu voir. Donc il y a l'équipe de traitement comme source de soutien. Est-ce que l'aidant comprend l'impact de la maladie? Est-ce qu'il a le sentiment qu'il bénéficie d'une expérience individualisée? Est-ce qu'il a le sentiment que l'équipe traitante est compétente? Est-ce qu'on répond à ces questions? Et est-ce que l'aidant est reconnu pour son rôle? Parce que bien souvent, les équipes traitantes se concentrent sur les patients, ce qui est très important, mais il est important également de reconnaître la contribution des aidants. Autre chose, les changements dans les soutiens existants, cela peut vraiment évoluer, notamment pour ce qui est des aidants. Alors, bien entendu, le cancer, ça change tout. C'est une évidence. Et on l'a vu dans l'étude et je l'entends tous les jours de la part des aidants, quel que soit le diagnostic du cancer, que ce soit un cancer colorectal ou un autre cancer. Eh bien, souvent, les aidants hésitent à demander du soutien, de l'aide. Ils se disent, bon, c'est pas forcément si horrible pour moi par rapport à ce à quoi doit faire face la personne dont je prends soin. Donc, de quel droit est-ce que je pourrais demander de l'aide? Mais je crois vraiment qu'il faut bien leur dire que les aidants ont le droit de demander de l'aide et du soutien. Il y a aussi parfois le fait que le soutien que l'on espérait avoir, bien finalement, fait défaut. On pensait que certaines personnes nous aideraient, finalement elles sont assez absentes. Et puis il y a ces autres ressources, peut-être des petites ONBL dont on ne connaissait même pas l'existence, qui seront là pour vous aider en tant qu'aidant. Donc parfois on est surpris. Troisième point, les dimensions différentes des soutiens. Alors
Pour moi, en tant que travailleuse sociale, c'est un aspect important. Il ne s'agit pas uniquement du soutien émotionnel, mais aussi des choses pratiques que l'on peut apporter. Donc, un cancer, lorsqu'il est diagnostiqué, qu'est-ce que cela signifie pour la famille si, par exemple, le patient est le soutien principal de la famille? Quel est le fardeau pour l'aidant? Donc, le soutien pratique, c'est important également. Si on pense par exemple à une famille nucléaire et un des conjoints emmène l'autre à ses traitements, à différentes séances, qui va s'occuper des enfants? Est-ce que les repas seront préparés? Est-ce que quelqu'un les aidera à faire leurs devoirs? Donc quel est le soutien pratique dont peut bénéficier la famille? Et il y a aussi l'expérience partagée. Donc des choses telles que, je dirais, par exemple, vous savez, les gens que l'on rencontre dans la salle d'attente, par exemple, et on n'aurait pas forcément pensé, a priori, qu'elles pourraient nous aider. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir vous présenter toutes mes diapositives. Comme vous l'avez certainement vu dans les diapositives précédentes, moi, ce que j'ai pu constater très souvent également dans la littérature, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Plus l'aidant connaît la situation, a de connaissances, plus il comprendra l'impact sur lui ou elle-même, sur le patient. Donc la reconnaissance également. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce parcours parallèle, ce cheminement parallèle, et il doit être reconnu. Et les aidants ont besoin d'être reconnus, d'être validés, tout comme les patients. Donc il faut aussi faire en sorte que les aidants puissent avoir accès à différentes sources de soutien, d'informations. Et il faut aussi savoir à quoi s'attendre, ça c'est important. Et c'est là que le vécu est quelque chose qui peut vraiment aider. Et cela revient à ce que fait l'espoir, c'est la vie. Donc on partage les expériences de personnes qui ont déjà connu cette même situation. Identifier et diffuser les besoins, même si vous pensez que vous n'avez pas le droit de le faire, si vous l'avez. Et enfin, il y a aussi l'expérience unique des aidants. Eh bien, la recommandation faite par la Société américaine d'oncologie est vraiment de faire en sorte que les aidants soient inclus dans les décisions dès le départ, surtout lorsqu'il y a des décisions clés à prendre. Et c'est là que les cheminements se croisent. Alors parlons un petit peu de l'Espoir, c'est la vie. Nous existons depuis 40 ans. Nous avons été fondés en 1981 par une femme formidable, Sheila Kussner. Nous travaillons avec environ 400 bénévoles. La plupart d'entre eux sont des personnes atteintes de cancer, des survivants du cancer. Moi, j'ai beaucoup de chance, je travaille avec ces bénévoles et nous les guidons, nous leur donnons les outils et c'est eux qui font tout le travail, qui fournissent nos programmes. Et c'est ça qui est vraiment important parce que les gens qui sont là sont des personnes qui savent de quoi vous parlez parce qu'elles sont passées par là également. Et donc nous fournissons également du support en cas de soins palliatifs et aussi après la disparition d'un être cher. Donc nous fournissons du soutien psychosocial, entre autres. Donc voici un petit peu aussi qui nous sommes. Nous travaillons étroitement avec l'hôpital général juif de Montréal, mais nous avons également tout un réseau universitaire et d'organisations communautaires dans la région de Montréal et au-delà aussi. Donc, le soutien pratique, émotionnel que nous fournissons, eh bien, je vous parlais de l'expérience vécue par les gens. Nous fournissons du mentorat par les pairs et ça peut faire une grande différence. L'expérience vécue d'un aidant, eh bien, ça permet d'être honnête, d'être franc et de parler à quelqu'un qui sait de quoi vous parlez parce qu'elle a déjà vécu ça. Nous avons également des ateliers de techniques d'adaptation, des ateliers pratiques. On parle de différentes techniques, la façon d'identifier les besoins. L'objectif, c'est de briser l'isolement et de valider l'expérience personnelle. Nous sommes très accessibles. Tous nos services sont gratuits et ça, c'est très important parce que nous voulons nous assurer que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir accès à ce que nous faisons. Alors, petit rappel, malheureusement, le cancer, parfois, se termine mal et nous n'arrêtons pas de soutenir les aidants si le proche décède. Nous avons également un programme prévu pour le deuil.
Alors parlons un petit peu du Covid-19 et des survivants du cancer. Alors, c'est une nouvelle façon pour nous de fournir du support, toutes sortes de choses en ligne, via Zoom par exemple, et on se rend compte que les gens parfois se connectent lorsqu'elles sont trop malades ou trop occupées pour venir en personne. Donc nous avons vu une augmentation du nombre de personnes pour certains de nos services, notamment les groupes de soutien. Pour conclure, eh bien, faire face, c'est quelque chose que chacun aborde à sa façon. Mais il faut bien reconnaître le rôle des aidants tout au long de la trajectoire du traitement. La transparence, l'inclusion, c'est très important. Il faut impliquer l'aidant le plus tôt possible, comme je vous le disais tout à l'heure, et s'assurer qu'il y ait des ressources pratiques et psychosociales qui soient dirigées vers les aidants en particulier. Et aussi, il y a la relation du couple. La relation du couple peut avoir un impact sur la survie du cancer à long terme. Donc là, à nouveau, la transparence est très importante. Il faut parler de façon transparente de la crainte peut-être que les dents peuvent avoir vis-à-vis d'une récidive du cancer, parce que cela peut aussi avoir un impact sur la survie à long terme. Je pense que nous allons passer directement à la discussion et je serai heureuse de répondre à vos questions par la suite. Je vous remercie. À vous, Dominique. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour cette présentation fort intéressante. Nous allons maintenant parler avec Enza et Mathieu qui vont nous parler de leur expérience en tant qu'aidant naturel. Alors peut-être que vous pouvez tout d'abord vous présenter. Enza, peut-être que vous pourriez vous présenter, nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Enza et c'est mon mari qui a été diagnostiqué il y a à peu près 3 ans, un cancer à un stade avancé, donc ça fera 3 ans cet été. Alors, ça a été très compliqué, je dois dire, mm, sur le plan de sa santé. Donc, cancer du côlon qui a été métastasé jusqu'au foie, donc 3 récidives. Et au total, il a eu plus de 10 chirurgies et 12 traitements par Fullfox. Il a également eu 2 ou 3 ostomies. Nous avons 2 jeunes enfants. Donc vraiment, ça a été quand même très, très difficile, hein, vraiment. Très long, euh, un parcours semé d'embûches. Et nous en sommes là aujourd'hui et je suis heureuse de pouvoir participer à cette discussion aujourd'hui. C'est important d'avoir la possibilité de rendre finalement aux autres et de parler un peu de notre expérience avec d'autres personnes. Bien, merci beaucoup, Enza. Merci d'être parmi nous et de prendre le temps de parler au public aujourd'hui de votre expérience. Oui, c'est vraiment très, très important. Mathieu, est-ce que vous pourriez faire la même chose? Vous présenter et parler un petit peu de vous, de votre histoire. Oui, bien sûr. Je m'appelle Matthew Ross. Mon épouse a été diagnostiquée à l'été, fin du printemps, été 2015. Nous avons 2 enfants âgés de 6 et 4 ans à l'époque. C'était un cancer du côlon de stade 3. Donc c'était un choc, véritablement. Elle avait des douleurs abdominales. Alors, elle n'a pas pu avoir de colonoscopie rapidement et elle a cessé de repousser les choses. Malheureusement, eh bien, on en est arrivé au stade 3 et en tant que famille, je peux vous dire que c'était vraiment très compliqué, très difficile. Heureusement, nous en sommes sortis, mais ça a été vraiment difficile. Merci Mathieu, merci également de nous avoir fait part de votre expérience. Donc, pour démarrer cette discussion, une question pour vous en tant qu'aidant, parce que alors que vous vivez tout cela, vous avez aussi vos propres émotions. Lorsque le diagnostic est posé, il y a toutes sortes d'émotions qui submergent le patient, mais l'aidant aussi doit faire face à toutes sortes d'émotions. Donc, où est-ce que vous trouvez du support, hein, du soutien pour continuer à fonctionner au quotidien? Donc, Enza, peut-être que vous pourriez commencer?
Oui, bien sûr, hein. Vous avez parlé un petit peu de toutes ces émotions euh, que l'on expérimente et moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, parmi ces émotions, il y a la peur, la crainte, l'anxiété. Alors, ce sont les deux principales émotions. Et il y a d'autres sentiments également. L'épuisement, euh, par exemple, le fait de se sentir vidé. Mais ce qui a vraiment été toujours en premier plan, en avant-plan, c'était que ma première mission, ma mission principale, c'était d'aider mon mari, l'aider à vaincre le cancer. C'est vraiment ce qui m'a fait avancer. Et je le ressens là, au moment même où je vous le dis, dans mes tripes. En fait, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour qu'il puisse vaincre le cancer? Et alors que vous aidez votre mari et que vous menez à bien cette mission, qui est-ce qui vous aide, vous, Enza? Qui est là pour vous? Qui est avec vous pour vous aider? Alors, pour ce qui est du soutien, eh bien, c'est intéressant parce que le principal soutien que j'ai trouvé, eh bien, c'était en fait le mari d'une amie très proche qui est décédée euh, il y a 5 ans. Ça fera 5 ans cette année d'un cancer du sein métastasé. Et elle a laissé derrière elle son mari et 3 enfants. Lui, il a vraiment été la personne la plus incroyable. Je pouvais lui parler tous les jours. Je pouvais lui parler de mes sentiments, de mon ressenti. Je pouvais être honnête aussi avec lui, lui parler des émotions. Je pouvais lui dire la vérité à lui. Parce qu'en tant qu'aidant, parfois on a le sentiment qu'on ne peut pas, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressentais, on peut pas, je ne pouvais pas dire à mon mari ce que je ressentais exactement. J'avais le sentiment que je devais être forte et, et ça, il y a également toutes sortes de rôles que l'on doit jouer quand on est aidant, psychologue, travailleur social aussi. Donc, cette amie a été vraiment la principale personne qui m'a soutenue et ça fait une différence incroyable. Parce que je pouvais être franche, honnête et parler également des images négatives, peut-être des omissions négatives que j'avais. Donc, et c'est comme on l'a dit dans la présentation, ce sont aussi des personnes avec qui on peut échanger des histoires similaires. Oui, c'est ça. Être fort, c'est une chose, mais il faut pouvoir se reposer sur quelqu'un. Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous pourriez nous parler? Qui est-ce qui vous soutient, vous? Parce qu'il y a toutes ces émotions, bien entendu, en tant qu'aidant, mais où est-ce que vous trouvez, vous, du soutien? Alors, c'était il y a quelques années déjà. Alors, lorsque nous étions vraiment en plein dedans, eh bien, c'est la mère de ma femme qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Elle, c'est un peu une deuxième mère pour nos enfants. Parce que elle les emmenait à l'école, elle allait les chercher aussi, et elle a pris sur elle vraiment pour faire à manger, prendre soin des enfants. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que je venais de commencer un nouveau travail quelques semaines avant seulement. Donc c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir prendre du temps, tout simplement un peu de congé. Je venais de démarrer ce travail et je devais me rendre à mon travail, ça prenait 40 minutes. C'était loin d'être idéal. Mais ma femme, en fait, de par sa nature, elle avait tout ce réseau de personnes qui nous ont aidés. Les gens ne cessaient d'apporter des plats préparés à la maison. Et, on a beaucoup aidé nos enfants, on proposait de les amener à des activités, d'aller les chercher. Pour ma part, j'essayais d'être toujours positif, hein. Alors, avec le recul, je me rends compte que je ressens plus mes émotions maintenant qu'à l'époque. Mais je crois qu'à l'époque, la seule façon pour moi de pouvoir surmonter la chose, c'était de gérer les choses au moment présent. Donc voilà, quand sera le prochain traitement de ma femme? Donc elle avait, vous savez, cette petite boîte
pour la chimiothérapie, elle n'a pas eu de radiation, pas de radiothérapie, mais la chimiothérapie, elle commençait à la recevoir à l'hôpital. Ensuite, elle rentrait avec à la maison et je crois que ça durait 24 heures. Enfin, en tout cas, moi, j'essayais toujours un petit peu de minimiser les aspects négatifs, euh, les choses potentiellement graves ou tristes. Je parlais de ce qu'on pouvait faire pour les enfants. Est-ce que tu veux que je fasse de la lessive? J'essayais vraiment d'être vraiment dans l'instant présent. Et si j'avais besoin de temps, un petit peu bien, je peux passer. Non, je cherchais pas vraiment à être avec des gens ou des amis, mais je faisais du sport. Donc si j'avais quelques heures de libre, parce que sa mère était là pour nous aider ou parce que les enfants étaient endormis, eh bien j'allais faire du basket ou du hockey. Enfin, pour moi, c'était les façons un petit peu pour moi d'évacuer. Et c'est ça qui nous a aidés. Merci beaucoup, Mathieu. Et à nouveau, alors que j'anime ces sessions, je vois bien que chacun a des besoins différents, les patients, les aidants, chacun a besoin d'une forme de soutien. Donc, Carly, alors, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça évoque pour vous en tant que travailleuse sociale? Bah, écoutez, moi, je suis juste contente de voir que vous avez pu trouver le soutien dont vous aviez besoin pendant votre parcours. Mathieu, vous avez dit que votre belle-mère a été très présente, a été vraiment très active et qu'elle avait allégé un peu ce fardeau pour vous. Vous avez permis d'être plus présent avec votre femme et ça peut faire une grosse différence. C'est un peu ça dont je vous parlais quand je parlais des ressources par rapport aux besoins. Donc je pense que cela illustre exactement cela. Qu'est-ce qui est disponible et de quelle façon cela peut permettre d'alléger un peu votre fardeau. Donc vraiment, je suis contente de vous entendre dire ça. Alors, il y a aussi l'expérience vécue. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre. Alors, Enza, vous avez parlé un petit peu de la relation que vous avez avec le mari de votre ami. Cette expérience vécue, ça peut vraiment faire une différence considérable. Alors, peut-être que vous pourriez en parler un peu. Alors, l'autre aspect pour moi. Ah, pardon, allez-y. Non, 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 ça va. Bon, alors, ce que j'allais dire, c'est que l'autre aspect pour moi, c'est que ma femme était très déterminée. Elle voulait vraiment essayer de faire en sorte que les choses soient le plus normales possible pour les enfants. Donc même si elle avait ces appareils qui lui étaient raccordés, elle essayait quand même de faire le repas. Parfois, c'était à nous de lui dire non, non, écoute, ralentis un peu, repose-toi, c'est important. En fait, je ne me concentrais pas forcément sur mes besoins à moi à l'époque. Avec le recul, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment, certainement. Mais elle, vous savez, elle était tellement normale, ou en tout cas, elle voulait que les choses soient le plus normales possible, et parfois, on en oubliait même ce qui se passait. Donc, c'était une période intéressante. Et quand ça a été terminé, alors bon, c'est jamais complètement terminé, mais une fois qu'on a pu prendre un peu de recul, en fait, par rapport aux séances de chimiothérapie, qu'on commence à être en rémission, on se dit, oh là vraiment, effectivement, je crois que c'était effrayant. Merci Mathieu. Enza, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, merci. J'allais parler un petit peu des expériences partagées. J'ai rencontré des gens adorables, hein, pendant les séances de chimiothérapie. Et je suis devenue très proche d'une de ces personnes et nous discutons souvent. Alors, par FaceTime, on s'appelle une fois par semaine. Son mari a le même âge que le mien, elle a aussi des enfants qui sont assez jeunes. Donc, on peut parler de choses que l'on partage. Alors, même si les situations sont différentes en tant que mère, en tant qu'épouse, on a beaucoup de points en commun. Parce qu'on doit prendre soin de notre foyer, on a des rêves, des objectifs, et on peut parler de nos sentiments à différents moments de ce parcours, parce qu'il y a différents moments.
Ça, c'est une évidence. On passe par différentes étapes, on a différents sentiments. Par exemple, moi, je suis travailleuse indépendante, je suis une mère, je suis une épouse, donc j'ai si différents rôles à jouer en même temps. Et en fonction de là où sont les besoins, eh bien, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir rencontrer quelqu'un qui connaît un peu les mêmes choses. Il suffit d'appeler le téléphone. Par exemple, moi, je l'appelle, je lui dis comment va ton mari? Elle me dit, on vient d'avoir les résultats. Et toi? Alors, elle me pose la même question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut euh, vraiment surmonter cela encore? Ça aide vraiment beaucoup. Donc avoir cette zone de confort finalement avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Oui, exactement. Et je crois que c'est très important parce que moi, ce que je pense vraiment, c'est que il y a des gens qui finalement n'apportent pas leur aide alors qu'on comptait un peu sur eux, on est déçus. Puis il y en a d'autres auxquels on n'aurait jamais pensé qui finalement sont là, répondent présents. Et je n'ai pas toujours eu le sentiment qu'on me soutenait, je n'ai pas toujours eu le sentiment que les gens me comprenaient. Et parfois, je me disais même que les gens ne savent pas forcément toujours comment réagir. Alors, ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils ne comprennent pas exactement. Et on espère qu'ils ne seront jamais confrontés à la même situation, parce qu'évidemment, c'est horrible, mais ça peut nous isoler pas mal, on peut se sentir très seul. Donc, c'est important de pouvoir établir des liens avec des gens qui ont la même expérience. C'est vraiment quelque chose de très utile, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Enza. Et alors, j'aimerais également savoir, parce que Matthew, je vous avez parlé du passé et de la situation actuelle. Est-ce que vous, dans votre trajectoire avec votre femme, vous aviez peut-être un point de vue très différent sur le cancer? Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous aviez un point de vue très différent l'un et l'autre vis-à-vis de ce qu'il se passait? Ah, il faut allumer votre micro. Alors, je me rappelle que effectivement, moi, je me concentrais sur ce qui était positif, sur l'aspect normal. Et peut-être que c'était pour m'aider moi à surmonter la chose. Mais je me rappelle qu'à un moment, elle m'a dit, écoute, non, il faut que tu me laisses être triste. Il faut que je puisse réfléchir, à penser à certains des aspects négatifs. On ne peut pas juste toujours croire que tout va bien et faire comme si tout allait bien. Et je me rappelle effectivement que parfois, elle insistait sur ce point. Mais bon, heureusement, nous avons surmonté l'épreuve. Elle a été diagnostiquée en juin 2015, je crois, et la dernière chimiothérapie, c'était en février 2016. Donc, nous sommes là quand même pas mal d'années plus tard, et elle est en très bonne forme sur le plan de la santé. Alors, je ne peux pas me plaindre, hein, parce que finalement, tout s'est bien passé. Alors, bon, j'essaye pas de vraiment trop penser à ce qui aurait pu se produire. Carly, dans votre présentation, vous en avez parlé un petit peu de cet impact sur le couple, la famille. Ici, on a deux conjoints. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez parler? Moi, je vois que Matthew parle beaucoup de communication, du fait d'être là, de pouvoir avoir cette communication. D'après vous, vous qui travaillez avec des familles et des aidants naturels, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Bah, écoutez, c'est une bonne question. Je crois que Matthew et Enza ont décrit les choses bien mieux que moi je pourrais. Je ne suis pas une experte, loin de là. J'essaie juste d'aider les gens à chaque fois que je le peux, de la façon dont je peux le faire dans le cadre de mon travail. Mais je crois que vraiment, il faut essayer de reconnaître la réalité tout en essayant d'avoir le plus de normalité possible. Et ça, je le vois souvent chez les couples, surtout lorsqu'ils ont des enfants. Donc, on reconnaît qu'il y a quelque chose, on en a conscience, et en même temps, on essaye de maintenir une sorte de normalité. C'est un équilibre très délicat à maintenir.
Et là, par exemple, dans le cas d'Enza, elle pouvait parler à, à quelqu'un dont une femme a également eu le même traitement. Donc, vous avez trouvé ces soutiens dans votre environnement, mais lorsque cela n'est pas possible, nous, on est là pour aider à mettre les gens en relation et je pense que c'est quelque chose vraiment de très utile. Eh bien, merci beaucoup, Carly. Donc, avant de passer aux questions, Enza, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire au public du point de vue des aidants? Est-ce que vous avez appris quelque chose vraiment de clé? Alors, ça sera peut-être un peu cliché, mais je crois vraiment que avec cette expérience, j'ai appris qu'il faut apprendre à se ménager. Parce qu'en tant qu'aidant, on fait vraiment de son mieux. On a différents rôles à jouer, et je crois qu'il faut pouvoir être un peu indulgent et se dire, ben, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma famille. Donc, peut-être parfois aussi, voilà, vraiment faire preuve d'indulgence envers soi-même. Écoutez, c'est une excellente façon, je crois, de terminer cette discussion. Ne pas juger quelqu'un, peut-être simplement penser à ce que cette personne peut être en train de vivre. Merci. Je vous suggère maintenant de donner la parole au public et c'est Louise Wardrub de Cancer Colorectal Canada qui va mener cette session. Merci beaucoup.